Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à participer à votre rencontre dans le cadre de la Semaine Bleue, parce qu'elle ouvre cette semaine. Donc je tiens à le souligner, tant au plan national que dans diverses régions. Alors malgré de multiples sollicitations, j'ai spontanément privilégié d'être parmi vous aujourd'hui à Bourges, pour deux raisons. La première, c'est la demande que m'a faite depuis longtemps votre vice-présidente Marie-Odette Thur, avec laquelle nous œuvrons ensemble, elle l'a rappelé tout à l'heure, dans le cadre de la commission spécialisée droits des usagers de la Conférence régionale de santé et de l'autonomie de la région Centre-Val de Loire, où je puis vous l'assurer, elle apporte ses compétences, son expertise, son humanité dans cette instance. Et croyez-moi que par rapport à tous ceux qui y siègent, nous avons besoin d'acteurs de ce niveau-là. La deuxième, je suis native de cette région. J'y ai fait mes humanités jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est loin, mais j'y ai encore quelques attaches. Et tout à l'heure, lorsque nous évoquions le nom du docteur Robert Leroux, c'est pour moi quelque chose d'émotionnel et je tiens à vous le dire. Je vous propose maintenant de m'attarder un peu sur quelques points nécessaires au déroulement de ce qu'est aujourd'hui la démocratie sanitaire. Et permettez-moi de plutôt utiliser le mot démocratie en santé, qui peut ainsi se rattacher non à un parcours de soins, mais à un parcours de vie. Et cela me paraît fondamental. Je voudrais quand même vous dire deux mots sur ce qu'est le collectif interassociatif sur la santé pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui on m'a demandé de vous parler du droit des usagers. Alors, ce collectif qui regroupe 44 associations au plan national avec 5 sociologies, je dirais qui vraiment représentent la société civile dans tous les sens. Ce sont des associations de patients, quelle que soit la pathologie, des associations de personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, des personnes âgées, des associations familiales et des associations de consommateurs. Donc vous voyez une large palette de ce qu'est notre société aujourd'hui. Et puis le CIS au plan national se développe dans des CIS au plan régional. Et comme le CODERPA qui va se transformer, demain le collectif n'existera peut-être plus, mais pour devenir l'union nationale des associations agréées de santé, du système de santé, et où là, véritablement, nous ne serons pas 44, mais nous serons peut-être une soixantaine, même une centaine, compte tenu de toutes les associations qui œuvrent aujourd'hui, notamment dans le domaine de la santé. Et la délégation Centre Val de Loire, représente 41 de toutes ces associations. Certains d'entre vous me connaissent, certains d'entre vous participent aux formations qui sont organisées par ce collectif et je les en remercie très vivement. Alors nos missions, elles sont importantes parce qu'on est véritablement le porte-parole de chacun des usagers dans une démarche collective, solidaire, pour garantir l'accès aux soins pour tous, non seulement l'accès à des soins, mais l'accès à des soins de qualité et à des soins efficients. Nous sommes là aussi pour représenter et défendre les intérêts communs de tous les usagers, quelle que soit leur appartenance, de former les représentants des usagers, et j'en connais un certain nombre d'entre vous dans cette salle, qui sont là non seulement pour porter la voix de leur association, mais qui sont là pour porter la voix de tous les usagers, c'est-à-dire de tous les citoyens que vous êtes. Nous sommes là pour informer, et tout à l'heure cela a été évoqué, c'est que pour être acteur de sa santé, il faut être informé, il faut avoir les bonnes sources d'information et il faut pouvoir échanger avec tous ceux qui les connaissent et qui les possèdent. Et puis, nous portons aussi des plaidoyers par rapport à des thématiques liées à la santé, à l'environnement, etc. Alors, je voudrais, tout à l'heure a été repris les lois fondamentales, mais je voudrais quand même un peu vous dire
ce qu'est le mouvement associatif. Parce que sans les textes qui ont déjà été évoqués, eh bien c'est grâce au mouvement associatif. Et si ce mouvement associatif que vous représentez n'existait pas, peut-être que nous n'aurions pas avancé à ce rythme avec les diverses lois qui ont vu le jour. Quand je vois aujourd'hui que c'est votre 24e colloque, on peut mesurer, et le dernier, comme disait tout à l'heure Marie-Odette Thur, je veux dire que ça montre le dynamisme de votre association et tout ce qu'elle a pu faire pendant toutes ces années, au-delà des colloques et les actions que vous avez menées. Et ça montre bien que vous êtes des leviers pour faire modifier des textes réglementaires afin de mieux les adapter aux attentes et aux besoins liés aux évolutions de la société et permettre à chacun d'être et de rester un citoyen à part entière. Et ça, cela me paraît fondamental que votre parole soit portée au même titre que nos représentants que nous avons entendus précédemment. Et je remercie vivement les représentants de la municipalité de Bourges ainsi que du conseil départemental qui jouent un rôle important également dans le médico-social et le social. Je voudrais relater un peu d'histoire, mais rassurez-vous, nous allons parcourir à grands pas, puisque nous allons faire du sport tout à l'heure avec un des médecins, les quelques décennies qui ont permis ces évolutions. Alors je parlerai ensuite de la loi, bien sûr, du 28/12/2015 qui vous intéresse directement dans l'adaptation de la société au vieillissement, la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation de notre système de protection sociale, et puis n'oublions pas non plus les modifications qu'a apportées la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie des personnes malades et des personnes âgées, et surtout également le décret du 3 août 2016 sur toutes les directives anticipées, la personne de confiance. Rassurez-vous, nous n'allons pas parcourir tout cela date par date, mais quelques faits me paraissent importants. Et sans tout ce qui a été fait précédemment, nous ne serions pas là aujourd'hui avec ce que nous avons déjà pu faire dans la transformation de notre système de santé. Il faut se dire que les associations, au début, elles étaient fondées par des professionnels, et nous pouvons remercier nos professionnels de santé qui faisaient que cela permettait d'accompagner les malades et de soutenir la recherche médicale. Et puis, chemin faisant, il faut dire qu'avec l'épidémie du sida et l'épisode du sang contaminé, les patients ont pensé qu'ils avaient un rôle à jouer dans l'évolution de notre système de santé et de protection sociale. Donc là, depuis 1990, des associations de victimes, mais aussi des associations de patients. Alors que lorsque l'on parle de victimes, ça n'est pas au sens de la revendication, mais c'est véritablement au sens d'une reconnaissance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, vous savez, antérieurement, la relation professionnelle de santé-patient, c'était une relation sachant et non sachant. Et si aujourd'hui, on est un acteur de santé, ça veut dire que nous avons un vécu expérientiel sur notre état de santé, sur notre pathologie, sur notre handicap, et que cela, c'est nous qui le possédons, et que nous pouvons dialoguer avec les professionnels de santé pour échanger avec leur savoir technique, et qu'ils peuvent nous aider dans l'information pour nous aider à mieux vivre les difficultés que nous rencontrons. Alors, si vous voulez, à partir de là, c'est vrai que les associations, notamment de lutte contre le sida, et le collectif national qui existait déjà à l'époque, mais qui n'était pas en association loi 1901, ont souhaité les états généraux de la santé. 1000 réunions sur l'ensemble du territoire qui ont abouti à la loi du 4 mars 2002, qui est vraiment notre socle de base et qui est pour le respect du droit des usagers dans le domaine de la santé.
et qui a été voté à l'unanimité par l'ensemble des parlementaires. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et qui doit être ancré en nous pour montrer à quel point la démocratie sanitaire voyait le jour, c'est-à-dire que le patient, l'usager, le citoyen que vous êtes, avait un rôle à jouer. Alors, on a évoqué, bien sûr, l'hygiène de vie, mais cela sera repris par les professionnels de santé qui s'exprimeront tout à l'heure. Moi, simplement, je voudrais vous dire que ce texte de loi fondamental reconnaissait à chaque personne des droits individuels et permettait également d'avoir des droits collectifs. Et les droits individuels, c'était de devenir cet acteur de la santé, mais que pour le devenir, il fallait qu'un certain nombre d'actions soient mises en place, et ça a été une des premières initiatives prises par le collectif interassociatif. Et puis les droits collectifs, c'est la représentation que les usagers du système de santé peuvent porter là où nous allons lorsque nous sommes en difficulté sanitaire, que ce soit les établissements de soins, que ce soit les caisses primaires d'assurance maladie et les différentes structures de notre système de santé. Mais pour devenir représentant d'usagers, il faut acquérir un certain nombre d'informations et de compétences pour remplir cette mission et être le porte-parole de l'ensemble des usagers du système de santé, quelle que soit l'association à laquelle nous appartenons. Et autre point que je voudrais souligner dans ces diverses dates, c'est que il y a eu également l'agrément des associations de santé. Alors, le CODERPA n'est pas une association agréée de santé, mais dans les membres du CODERPA, il y a des membres d'associations agréées de santé, et d'ailleurs, dans les conférences régionales de santé et de l'autonomie, eh bien, les CODERPA sont représentés et ont tout à fait voix au chapitre dans les décisions qui peuvent être prises et les propositions qui sont faites à l'Agence régionale de santé, qui est l'organe prioritaire dans les régions pour mettre en place la politique de santé sur nos territoires. Alors ensuite, je voudrais aborder ce qui pour moi me paraît fondamental, c'est les 3 dernières lois, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors je vais commencer par celle qui peut vous interpeller plus directement, qui est la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement de la population. On avait ajouté au départ, et je le dis encore, de la population, et après on a dit de la société au vieillissement. Ça a été repris et je trouve que lorsque le président de la République a souhaité que cette loi voie le jour, on a dit il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être prendre et sur lequel s'accrocher, c'était les 3 A, c'est-à-dire l'anticipation et la prévention de la perte d'autonomie. Le deuxième A, c'est l'adaptation de la société au vieillissement. Et le troisième, c'est l'accompagnement de la perte d'autonomie. Et cette loi qui concerne plus de 100 articles, eh bien, je dois dire qu'elle a bien repris ces 3 A. Et elle a essayé, dans ces divers articles qui sont un jargon technocratique, je vous l'accorderai, mais que l'on peut tout à fait traduire en langage audible par tous, c'est que, par exemple, lorsque l'on parle de l'anticipation de la perte d'autonomie, eh bien, il y a un certain nombre de critères qu'on ne peut pas éloigner de notre préoccupation. C'est la lutte contre l'isolement. Et je connais un peu le département du Cher et de d'autres départements de notre région, et on voit bien que la population vieillissante est souvent isolée. Et vous voyez que déjà là, il y a des inégalités sociales qui se doublent également des inégalités d'accès aux soins, puisqu'on est le dernier département, la dernière région, où la démographie médicale et des autres professionnels de santé est vraiment en chute, malgré des dispositifs qui vont être mis en place.
Le titre 2 sur les mesures d'adaptation de la société au vieillissement, c'est véritablement tous les droits qui vont vous être consacrés. Et quand j'ai entendu les deux intervenants, je dirais politiques, mais au bon sens du terme, ils ont fait écho aux dispositions qui allaient être prises sur ce département du Cher et qui vont répondre à des choses qui sont mises dans cette loi. Et d'autre part, l'accompagnement. Alors, je voudrais m'arrêter 2 minutes sur ce qui traite de l'accompagnement, parce que, voyez-vous, quand tout à l'heure on va évoquer un tout petit peu la loi de modernisation de notre système de protection sociale, là il y a un article 92 qui parle aussi de l'accompagnement. Et c'est vrai que nous, les usagers du système de santé, notamment au niveau du collectif, on aurait peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de transversalité entre les 3 lois qu'on évoque aujourd'hui pour essayer de faire en sorte qu'on mutualise un petit peu nos préoccupations. Mais il y a 3 textes réglementaires. Nous allons essayer de faire en sorte que, notamment, ces projets d'accompagnement, ceux qui sont prévus dans la loi sur le vieillissement, de l'adaptation de la société au vieillissement de la population, et celui dans la modernisation de notre système de santé, puissent justement se rejoindre et faire en sorte qu'on puisse véritablement mettre en place des accompagnements adaptés, des accompagnements personnalisés, et des budgets vont être donnés aux agences régionales de santé, au moins à titre expérimental. Et puis, je pense qu'on n'a pas attendu cette loi de modernisation, puisque des choses ont été mises en place et ont été déjà évoquées, mais c'est le problème. Alors, vous n'en avez pas dans la région du Cher, mais nous en avons dans la région, c'est le PAERPA, le programme pour les personnes âgées en perte d'autonomie, et pour le moment qui est expérimenté sur le Lochois, mais qui ensuite pourra s'étendre à l'ensemble du territoire. Les MAIA, les CLIC, les CLS, autant de choses qui sont déjà développées et qui peuvent déjà répondre à un certain nombre de préoccupations. Puis moi, quelque chose m'a interpellée dans cette loi, qui est la notion, et qui à l'époque s'appelait le Haut Conseil de l'âge. Mais dans la loi, on l'a mis au Conseil de la famille, de l'enfant et de l'âge. Et c'est pourquoi je veux dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus partir d'un parcours de soins, mais d'un parcours de vie. Et dans cette loi d'adaptation au vieillissement de la population, il faut que très rapidement, on intègre quel est l'objectif de la personne âgée, même en perte d'autonomie, quel est son objectif de vie. Bien sûr, on y mettra l'objectif de soins, mais son objectif de vie, et c'est à partir de là que l'on pourra construire et qu'elle restera un citoyen à part entière. Alors maintenant, 2 mots sur la loi du 26 janvier, je les prends dans l'ordre où elles ont été promulguées, du 26 janvier 2016. Alors, les articles qui peuvent vous interpeller directement, eh bien, c'est quand même la création, il y a un article qui prévoit la création d'un service public d'information en santé à destination du public au niveau régional et national via les ARS. Et cela doit se faire en lien avec les caisses nationales de l'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, les agences et toutes les autorités compétentes dans le champ de la santé publique et des ARS. Et puis, une plateforme multimédia. Je vais me permettre de m'arrêter 2 secondes. Vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la e-santé, de la santé numérique, etc. Alors, c'est vrai que nous travaillons beaucoup sur ce domaine. Vous avez entendu parler de la télémédecine, vous avez entendu parler de tous les objets connectés avec lesquels vous pourriez dialoguer avec votre médecin, etc. Effectivement, il faut absolument qu'on franchisse ce cap du numérique, mais qu'on le franchisse en vous accompagnant, parce que cela ne crée pas à nouveau des inégalités entre ceux qui pourront les acquérir, ceux qui ne pourront pas et ceux qui ne seront pas accompagnés pour s'en servir. Le 2e article, c'est le plan d'accompagnement global de la personne handicapée.
Alors vous voyez, on tronçonne un petit peu, on parle des personnes âgées, mais on peut avoir des personnes handicapées âgées, des personnes handicapées qui ne sont pas âgées, etc. Donc il faut absolument que les lois qui ont été faites permettent que chacun, quelle que soit sa situation, son état sanitaire, sa sociologie, il puisse bénéficier de tout ce qui est prévu par ces lois. Et là, on dit bien qu'il faut qu'il y ait un plan personnalisé de prise en charge de la personne. Et puis, la notion de parcours. Alors, la notion de parcours, à une époque, on a essayé de repérer ce qu'il y avait dans les textes. Il y avait 5 ou 6 parcours. Nous, on veut un parcours personnalisé pour chaque individu et qui réponde véritablement à ses attentes et aux besoins. Et il y a un article 91 de cette loi de modernisation de notre système de santé qui doit le permettre. Et tout cela, il faut qu'on vous aide à vous en emparer. Bon, l'article 92, et là, l'article 92, je dois vous dire qu'on a beaucoup œuvré auprès de la ministre, qui est ces projets d'accompagnement à l'autonomie. Et quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, ces projets d'accompagnement doivent permettre à chacun de retrouver de l'autonomie et de continuer à vivre dans de bonnes conditions. Alors, on ne va pas parler des établissements parce que ce serait beaucoup trop long, parce que je pense que là aussi, il faut que nos structures qui permettent à des personnes qui ne peuvent plus rester à domicile, qu'elles soient dans de bonnes conditions, parce que ces structures deviennent à ce moment-là leur lieu de vie. Dernier point, la fin de vie. Alors, la loi sur la fin de vie, qui était la loi Leonetti de 2005, a été un petit peu, je dirais, relookée et a donné cette loi de fin de vie, d'ailleurs travaillée par le Leonetti et Claes, le 2 février 2016, mais surtout avec un décret qui, au niveau des directives anticipées et de la fin de vie, donne là aussi la possibilité à chacun d'entre nous de savoir comment il envisage sa fin de vie. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important et un accompagnement doit être fait auprès de chacun d'entre vous parce qu'on croit toujours que l'histoire de la fin de vie, c'est l'histoire des personnes vieillissantes. Mais hélas, la fin de vie, on sait bien que c'est tout au long aussi de son parcours de vie. Et là aussi, il faudrait peut-être changer le regard de notre société par ce que peut représenter la mort. Mais tout ça, et c'est pour ça que je dirais que lorsqu'on réfléchit au domaine de la santé, on ne doit pas le réfléchir uniquement avec des professionnels de santé ou des usagers formés, mais on doit aussi le réfléchir avec des philosophes, des anthropologues, des sociologues, pour peut-être regarder comment est notre société et comment on peut l'intégrer dans notre parcours de vie. Un dernier mot pour conclure, et j'espère que je suis dans les temps, c'est la démocratie sanitaire. Alors, je crois qu'il faut quand même que l'on voit bien que si on veut que le patient devienne acteur, enfin l'usager devienne acteur de sa santé, il faut qu'il comprenne bien ce qu'est la démocratie, et moi je dis la démocratie en santé. Il y a une définition qui existe, c'est l'implication de l'ensemble des acteurs que vous êtes, les acteurs du soin, les acteurs de la sociologie, etc., du système de santé, associés pour co-construire notre politique de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. Et je voudrais dire que dans notre société, que l'on dit un peu individualiste, il y a une notion que l'on oublie un tout petit peu, et si on remet la démocratie sanitaire un véritable défi pour nous tous, c'est de regarder comment on peut développer une notion que les anglo-saxons connaissent bien, qui est l'empowerment, qu'on a du mal à traduire dans notre langage en français, mais qui veut dire que c'est l'engagement de chacun et que l'on aide chacun à s'investir dans cet engagement pour renforcer sa propre dynamique et justement lui permettre, avec toutes les informations qu'on a pu lui donner,
quelle que soit sa situation, avec de l'empathie, de retrouver une autonomie qui fasse qu'il reste debout, quelle que soit sa situation. Et ça, c'est un des défis majeurs de la démocratie en santé. Et pour que cette démocratie en santé vive véritablement, eh bien, il faut aussi des décisions collectives complètement transparentes. Et lorsqu'une loi est mise en chantier, qu'on soit bien informé de tout ce qui se joue, que l'ensemble des citoyens puissent être concernés et que l'information devienne une véritable priorité. Vous avez beaucoup entendu parler de l'open data, des données personnelles qui vont soi-disant être diffusées à tout le monde, au niveau notamment de votre santé. Je vous rassure tout de suite, je suis à l'Institut des données de santé qui est en charge de veiller à ce que les données de santé ne soient pas transmises de cette manière-là, et on partira des données de l'assurance maladie, puisque tout est centralisé à ce niveau-là en ce qui concerne la santé, à partir des remboursements, et sachez que ça, c'est véritablement pas ce qui se joue aujourd'hui dans le numérique, mais que cela peut être un véritable outil qui peut nous permettre de bâtir un véritable projet de santé publique pour le bien de tous et les attentes de tous ceux que nous sommes aujourd'hui. Et je compte sur vous tous pour que vous apportiez cette pierre à l'édifice. Merci.